L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net. Au contrat pétrolier et gazier signé par le Sénégal. C'est ainsi que, soucieuse d'éclairer la lanterne des Sénégalais et des Sénégalaises, les autorités nous ont instruit d'ouvrir une enquête sur les faits. Donnant suite à cette préoccupation et aux préoccupations de l'ensemble des citoyens et citoyennes, j'ai saisi d'une part la division des investigations criminelles et d'autre part la section des recherches de la gendarmerie nationale. À la division des investigations criminelles, nous avons donné des instructions au fin de mener une enquête complète et approfondie sur la réalité ou non de toutes ces accusations de malversation, de concussion, de conflit d'intérêts et que sais-je encore. À la section de recherche de la gendarmerie, nous avons demandé de mener des investigations pour situer les responsabilités dans la divulgation du rapport de l'IGE sur la question qui ne serait même pas portée à l'attention des autorités. À partir de ce moment déterminé, je voudrais inviter tous les sachants, tous ceux qui détiennent des informations, des documents, des renseignements, à s'adresser à la division des investigations criminelles pour éclairer les Sénégalais sur cette question. J'invite, avec une particulière insistance, tous ces grands connaisseurs des affaires du pétrole et du gaz sénégalais, tous ces fins analystes, spécialistes du pétrole et du gaz, à rediriger leurs efforts et leurs documents à la division des investigations criminelles. C'est là que, utilement, l'enquête pourra progresser pour permettre aux Sénégalais d'avoir la lumière sur l'affaire. Vous aviez raison quand vous disiez que la balle est dans le camp du procureur. Je l'avoue. Aujourd'hui, la balle est dans votre camp. Les enquêteurs vous attendent. Le chef de la division des investigations criminelles a été instruit par mon soin de n'épargner personne, de ne négliger aucune information, de ne sous-estimer aucun témoignage, de ne laisser en rade aucun document. En somme, de prendre en compte toutes les pistes qui sont susceptibles de mener à la manifestation de la vérité. Donc les enquêteurs vous attendent pour que les efforts de clarification quittent les médias et les réseaux sociaux pour aller alimenter utilement l'enquête. Voilà ce que je souhaitais dire sur ce premier point. J'aborderai une deuxième affaire, parce que lors de mes points de presse précédents, à chaque fois, la question est revenue. Les dossiers de l'OFNAC et principalement le dossier du Centre des œuvres universitaires. Voilà ce que je peux vous en dire. Courant 2015, l'OFNAC a été saisi de dénonciations anonymes relatives à de prétendues malversations au niveau du code. En résumé, à la fin de leur enquête, les enquêteurs, et notamment le directeur de l'enquête, a retenu de prétendus détournements sur deux montants essentiellement. Un montant de 127 837 530 francs, qui pour lui pouvait être imputé
au commissaire-priseur qui était chargé de vendre le matériel réformé du COUD. Un montant de 82 ou 89 millions selon les pages du rapport, qu'il estime pouvoir être imputé ensemble au directeur de l'époque du COUD, au chef du service de l'approvisionnement et à l'agent comptable du COUD. Je voudrais ici féliciter les efforts des enquêteurs qui ont mené cette mission. Cependant, force est de reconnaître que l'exploitation du rapport nous a mis en face de difficultés assez sérieuses. Je vais vous donner lecture, il me semble, utile, de la 11e et dernière page de l'exemplaire numéro 1 du rapport original qui a été effectué. Je peux le faire sur le fondement de l'article 11 du Code de procédure pénale qui stipule. Je vous donne les dispositions de l'article 11. Toutefois, pour prévenir la propagation d'informations parcellaires ou inexactes, ou pour mettre fin à un trouble à l'ordre public, le procureur de la République peut, en relation avec sa hiérarchie, rendre public par un point de presse des éléments objectifs tirés de la procédure, mais ne comportant aucune appréciation sur le bien fondé des indices ou charges retenus contre les personnes mises en cause. C'est sur le fondement de cet article que je vais vous lire la 11e et dernière page du rapport. L'enquêteur dit, relativement au détournement de 82 millions, il dit que les responsables sont le directeur du COUD, le régisseur chef du service d'approvisionnement et l'agent comptable. Et il situe les responsabilités. Il dit que c'est le chef du service de l'approvisionnement à encaisser l'argent auprès de l'agent comptable et à effectuer les dépenses. Fin de citation. Vous vous rendez compte qu'à partir du moment où le rapport qui impute des détournements finit par établir que l'argent a été reçu et a été dépensé, il nous semble qu'il y a des choses à préciser. Mais la difficulté ne se situe pas seulement à ce niveau. L'autre difficulté est due au fait que, en matière judiciaire, il y a un principe sacro-saint, en matière pénale, du contradictoire. Et de ce point de vue, je peux vous affirmer que, en ce qui concerne le montant de 127 millions, la personne sur qui pèse la charge a été entendue, qui a donné ses explications, qui a donné ses arguments qu'il estime devoir produire. Cependant, relativement au montant de 82 millions ou 89 millions selon la page du rapport, pour ce montant, le directeur de COUD à qui le montant est imputé n'a malheureusement pas été entendu. Le rapport ne lui a pas été encore communiqué. De même que les personnes qui étaient en charge d'exécuter le dit marché. Comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, le montant tantôt est de 89 millions ou de 82 millions. C'est sur cette base que nous avons décidé de faire un retour du rapport à l'envoyeur. Le rapport sera retourné à l'OFNAC pour être utile, c'est-à-dire pour que le principe du contradictoire soit respecté. À l'issue, je reviendrai ici pour vous parler de l'ensemble des dossiers de l'OFNAC qui font déjà l'objet d'un document synoptique
de 14 pages déjà et qui comporte 17 rapports. 17 rapports nous ont été communiqués jusque-là. Les notes explicatives ont été dressées. Le tableau synoptique a été établi. 2 autres rapports viennent de nous être communiqués. Ils seront pris en charge et que l'ensemble de ces documents, nous ferons une communication pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Voilà donc pour vous dire que le parquet ne s'est jamais arrêté de traiter les dossiers qui lui sont soumis. Il reste que le droit obéit à un formalisme et que donc le temps de la justice n'est pas tout le temps des autres. Le dernier dossier que j'évoquerai, mesdames et messieurs, est relatif à l'affaire Fallou Sène. Fallou Sène, du nom de l'étudiant qui, le 13 mai 2018, à la suite des échauffourées qui ont eu lieu au campus de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Fallou Sène a été porté à l'attention du procureur de Saint-Louis. Après enquête, celui-ci m'a transmis le PV numéro 535 de la brigade territoriale de Saint-Louis. Et comme vous le savez, quand un militaire, dans l'exercice de ses fonctions, est suspecté d'avoir commis une infraction, il y a un formalisme particulier. C'est pour cette raison que, après le temps, long ou court selon, pris par le parquet de Dakar pour traiter cette question de façon très professionnelle, nous avons soumis aux autorités de la gendarmerie une demande d'ordre de poursuite. L'ordre de poursuite nous est parvenu il y a quelques jours. Dès demain, je saisirai le commandant de la brigade prévôtale pour poser l'acte suivant de la procédure. Le moment venu, vous serez édifiés. La procédure suivra son cours. Comme il en a été d'ailleurs à Pikine-Guédiawaye, où mon collègue, le procureur de la République de Pikine-Guédiawaye, a soumis au juge d'instruction de cette juridiction le dossier concernant la mort de Saliou Sarr dit Pape, dossier pour lequel les 3 personnes qui étaient déférées ont été inculpées et placées sous contrôle judiciaire. Voilà dans un premier temps le propos liminaire que je tenais à porter à votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Je vous remercie. L'information à sa juste valeur, c'est ici même, Sunugal 24.net.